Et bonjour à vous Clémentine Autain, merci d'être avec nous ce matin. 8 milliards pour lutter contre la pauvreté en 4 ans. C'est une politique que vous saluez, celle qu'a dévoilée Emmanuel Macron hier? Écoutez, sincèrement, c'est un pauvre plan. Un pauvre plan d'abord parce que sur les 8 milliards, il y a une part qui est liée à des réaffectations. Donc on ne sait pas exactement combien de nouveaux milliards vont être affectés. Mais surtout, quand vous regardez ce qui a été fait l'année dernière, on se rend compte que la cohérence de la politique gouvernementale, elle est d'abord au service du pouvoir d'achat de Bernard Arnault et d'1% des Français. Ça, c'est en quelque sorte une prise de position. Concrète. Ce qu'a annoncé hier le président de la République, c'est pas du tout ça. Permettez-moi de l'étayer. 20 milliards d'euros qui ont été donnés au CICE, c'est-à-dire aux entreprises sans aucune contrepartie en matière de recrutement. Des milliards donnés par la réforme de l'ISF ou la taxe flat, et là, 8 milliards. Si vous prenez les 8 milliards en disant, mettons qu'ils sont totalement nouveaux, ça fait 0,35 € par jour par personne pauvre aujourd'hui en France. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'avec un plan de la sorte, on pourrait réellement résorber la pauvreté en France? 8 milliards, ça ne vous paraît être peu, donc il faudrait combien? Il aurait fallu augmenter le RSA. Il faut surtout une politique économique qui soit favorable au partage des richesses, ce qui n'est pas le choix de ce gouvernement. Il ne faut pas non plus des mesures qui précarisent les gens, comme par exemple la loi travail. Et enfin, et ce n'est pas la moindre des questions, le logement est littéralement absent de ce plan. Comment, alors que vous le savez aujourd'hui, avec la spéculation et le problème de pénurie des logements, la question du logement est une question clé pour résorber la pauvreté dans notre pays. L'éducation et la petite enfance, eux, ne sont pas absents. La construction de crèches en milieu défavorisé, un service de petit déjeuner, la cantine à 1 €, l'obligation de se former jusqu'à 18 ans. Les associations saluent ces mesures proposées par le président. Pourquoi vous n'en faites pas autant? Je ne dis pas qu'il n'y a rien, absolument rien dans ce plan qui vaille la peine. Je dis juste que les milliards engagés sont peu de choses au regard de ce qui a été donné aux plus riches. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a des mesures de réaffectation ou des choses qui sont annoncées, comme par exemple la cantine à 1 €. Nous prenons la gratuité. Et d'ailleurs, je veux dire ici, un peu solennellement, qu'il faut se rendre compte à quel point le périscolaire coûte de plus en plus. Donc l'école gratuite devient pour des millions de Français... Et la cantine gratuite, ce sont les contribuables qui vont la payer? C'est un partage des richesses. C'est une logique de partage des richesses. Moi, quand je vois, et je suis effarée, qu'aujourd'hui, un Français sur 5, en France, un Français sur 5 ne peut pas se payer 3 repas par jour. Donc c'est un bon début de ce fait. Ce que vous dites concourt finalement à donner des arguments à Emmanuel Macron dans cette politique-là. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a un tour de passe-passe sur le plan budgétaire, primo, et deuxièmement, qu'il y a une cohérence économique, sociale, qui est à l'œuvre au service des plus riches, et rien n'est contrarié par ce plan qui est un effet d'affichage à minima. Le revenu universel d'activité qui va remplacer les minima sociaux en particulier, on n'est pas très loin du revenu universel. Ah non, on est très très loin. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est les prestations sociales existantes qui vont être en gros réagencées. Très bien, si ça facilite l'accès au RSA, pourquoi pas, mais je veux dire, c'est pas RSA nouvelle formule. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, on a un tiers des personnes qui devraient bénéficier du RSA et qui ne le mobilisent pas parce qu'ils ne connaissent pas les rouages, parce que c'est trop compliqué. Donc la première mesure justement, cette politique permettra de mieux le faire connaître. Écoutez, si toutes les personnes qui doivent avoir droit au RSA le touchent, c'est 5 milliards d'euros. Ça coûterait 5 milliards d'euros. Donc vous voyez, avec vos 8 milliards, vous n'allez pas aller loin. Ce n'est pas les miens, précisément. Une autre décision annoncée hier par Emmanuel Macron, celle de reconnaître le crime de la France dans ce qui a été fait contre Maurice Audin pendant la guerre d'Algérie. Là, je crois que vous approuvez à 100% ce qui a été décidé. J'approuve tout à fait. Vous voyez, quand le président de la République prend une décision ou pose des mots qui sont justes et importants, je le salue. Et là, je le fais vraiment de bon cœur, d'autant que c'est une bataille que nous avons menée, et nous sommes nombreux à avoir été engagés pour cette reconnaissance donc de ce Maurice Audin, mathématicien, militant communiste et militant de l'indépendance en Algérie. Certains disent que ça va peut-être raviver des divisions dans la société française, où la guerre d'Algérie n'est pas complètement soldée. Je ne crois pas. Je pense que c'est précisément en apaisant les choses, en disant les choses et en ouvrant les archives, comme a proposé de le faire, a pris la décision Emmanuel Macron, et c'est important, qu'au contraire, nous apaiserons les consciences. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, il s'agit de regarder l'histoire en face et de ne pas masquer des réalités historiques. Et je ne comprends pas
comment la gauche, ce qu'on a appelé la gauche au pouvoir, n'a pas pris les devants sur cette affaire-là. J'avoue que je n'en reviens pas, mais je tiens à saluer la bataille qui a été menée par la famille, par des personnalités communistes, par des historiens comme Pierre Vidal-Naquet, et effectivement le président de la République qui a prononcé des mots et pris des décisions fortes. Où en est votre parti, la France Insoumise, à 9 mois des élections européennes? Pas un parti, c'est un mouvement. Un mouvement. Un sondage Odoxa, publié ce matin notamment par France Télévisions, étalonne votre parti à 12,5% des propositions de vote, des intentions de vote, loin derrière le Rassemblement national de Marine Le Pen notamment et La République en marche. Est-ce que c'est déjà une inquiétude pour vous ? D'abord, la campagne des élections européennes n'a pas vraiment démarré. Vous l'aurez vu sans difficulté. Donc, on reste dans des épures qui sont celles précédentes. 12,5, c'est le score, par exemple, de notre mouvement pour les élections législatives. Mais ce n'est pas le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle qui était autour de 18%. Non, mais enfin, je tiens juste à vous dire qu'il y a très peu de temps, le mouvement n'existait pas, ou en tout cas n'était pas en tête de la gauche. Donc, il y a de nouvelles coordonnées. Après, si vous voulez me faire dire qu'on peut progresser et qu'on doit progresser, oui, et je pense qu'on a du potentiel. Sur quel sujet ? Est-ce que la question migratoire doit occuper une place centrale dans ces élections ? On voit par exemple ce qui se passe en Allemagne avec Sarah Wagenknecht, une figure de Die Linke, le parti de gauche allemand, un peu votre équivalent, qui dit qu'aujourd'hui la gauche doit arrêter de faire preuve de naïveté sur la question migratoire, qui tente de récupérer des électeurs qui sont attirés par l'extrême droite. Moi je pense que nous n'avons rien à gagner à ce que la question des migrants soit au premier plan dans cette élection. Ceux qui vont en tirer les marrons du feu, c'est le Front National ou alors Emmanuel Macron qui utilise cette question-là. On en oublierait que c'est Emmanuel Macron qui a pris des mesures terrifiantes par rapport à l'Aquarius, qu'il a refusé d'accueillir. C'est lui et sa majorité qui ont adopté une loi d'une immense fermeté, d'une grande inhumanité, la loi Asile-Immigration. Donc à nous de dire, il y a un devoir d'humanité, mais à nous de dire que la question européenne aujourd'hui, son avenir, pour la majorité de la population, elle ne se joue pas sur cette question-là. Elle se joue sur notre capacité à faire une Europe qui sorte des traités d'austérité et de libéralisme débridé. Mais sur la question migratoire, pardon, j'y reviens, ça veut dire que vous prônez le maintien d'une ouverture des frontières sans limite aujourd'hui ? Le débat, il n'est pas là aujourd'hui. Le débat en Europe, mais moi je vous le dis, le débat en Europe, il est qu'il y a une logique de repli et de fermeture qui est inadmissible alors qu'il n'y a pas de submersion. Bon. Est-ce que nous, notre famille, est capable de tendre la main pour 191 personnes qui sont sur l'Aquarius et de ne pas durcir les conditions d'accueil? C'est ça le propos que nous tenons et je crois qu'il faut qu'on passe la seconde et que la prochaine fois que je viens vous voir, nous parlions des traités et de l'ensemble de la logique de solidarité, de partage des richesses et de droits et protections que nous voulons valoriser. Eh bien, vous avez entendu. Merci Clémentine Autain.